Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet événement dédié à la digitalisation des moyens de paiement, les cartes au service de la performance entreprise. On est ravis d'accueillir nos intervenants. On a eu une belle préparation, on va avoir des échanges extrêmement intéressants. Donc, un sujet qui nous concerne un peu tous, donc vraiment, vraiment passionnant et sur lequel il y a énormément d'innovation. Il y a un très bel écosystème de fintech et d'acteurs qui sont impliqués. Je m'appelle Nicolas Ferreira, je suis directeur général adjoint de Finance Innovation. Et en quelques mots, je vais vous présenter Finance Innovation pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Je vais aller assez vite, comme ça on peut passer au vif du sujet. Finance Innovation est un pôle de compétitivité. C'est une politique publique qui a été lancée dans les années 2000 et qui a pour objectif de fédérer des écosystèmes autour des sujets d'innovation. Donc, des pôles de compétitivité, aujourd'hui, il existe une cinquantaine en France. Et vous en avez, par exemple, dans l'aéronautique, l'automobile, les biotech, l'agriculture. Et Finance Innovation est le pôle de compétitivité qui est dédié à l'innovation dans le secteur financier. On a une approche large de l'écosystème financier. Et notre objectif, c'est d'accompagner tous les acteurs qui vont s'adresser d'une manière ou d'une autre aux acteurs de la finance. On est organisé autour de 7 secteurs d'activité. Donc, nous avons l'assurance, la banque, la gestion d'actifs, donc la finance, on va dire, assez traditionnelle. Mais nous adressons aussi la finance durable et solidaire. Nous adressons l'immobilier, les smart cities, les directions financières des entreprises. On appelle ça la gestion et finance d'entreprise, donc qui va être aussi très, très concerné aujourd'hui. Et notre dernier secteur d'activité qui est assez nouveau, c'est la finance décentralisée, tout ce qui est crypto, blockchain. Et dans chacune de ces filières, on organise régulièrement des événements. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, on organise un événement le 12 octobre chez BPI France qui va s'appeler le DAF Day. Donc, toutes les solutions innovantes qui vont adresser les directions financières, le pilotage financier. On va valoriser les fintechs, mais aussi les grands groupes dans leur démarche d'innovation pour adresser cet écosystème. Pour finir très rapidement, nos objectifs sont vraiment, d'une part, d'accompagner les fintechs dans leur croissance, donc les aider à trouver des clients, les aider à trouver des investisseurs, des partenaires, parce qu'il y a énormément de partenariats entre fintech, et justement, on pourra en parler dans l'événement. Deuxième grand objectif, ça va être vraiment d'accompagner la transition digitale, la transition durable des grands groupes de l'écosystème, les banques, les compagnies d'assurance, asset managers, etc., au travers d'une animation, des groupes de travail, des événements, etc. Et le troisième objectif, ça va être encourager la R&D au sein de cet écosystème financier, R&D en France et en Europe. Merci encore à Mastercard et Olivier que vous ne voyez pas dans le plan, mais qui nous a aidé à organiser tout cet événement. Olivier Bucaille, hein, qui est juste là, et Olivier Pinon, évidemment, pour l'animation. Et merci à nos participants. Et puis, je vais vous laisser commencer la conférence. Donc, merci et bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Pinon. Je suis responsable des solutions à destination des entreprises pour Mastercard. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'assurer l'animation de cette table ronde. Alors, c'est une table ronde autour de laquelle on va parler optimisation de l'expérience utilisateur, dématérialisation des paiements, efficacité de la fonction finance dans les paiements B2B, donc énormément de sujets au programme. Et sur ces paiements B2B, c'est quand même sont des flux massifs, hein. On est en train de parler annuellement en France 2500 milliards d'euros, absolument massif, d'après le cabinet Kaiser Associates. Et ce sont des flux qui sont soumis à de forts enjeux pour les entreprises dans un contexte de télétravail, de développement des achats B2B sur Internet, avec des exigences de reporting et de conformité de plus en plus fortes auxquelles sont soumises les entreprises. Le premier enjeu pour les entreprises, c'est de payer et d'être payé à temps. C'est vraiment le gros premier point pour leurs obligations contractuelles et aussi légales. Le dernier rapport de l'Observatoire des délais de paiement nous apprend que les retards de paiement n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise du Covid. Tout secteur confondu, le retard est en moyenne de 12,4 jours à fin 2021, soit un jour de plus qu'en 2019.
toutes les entreprises ne sont pas égales. Les grandes entreprises, on seront un peu pointées du doigt dans ce rapport, avec un délai moyen de paiement fournisseur qui n'a cessé d'augmenter depuis 2019, avec seulement 41% d'entre elles qui payent à l'heure contre 75% des PME. C'est un point qui est surveillé par les pouvoirs publics, et en particulier la DGCCRF, qui, après une année d'indulgence, a un regain d'activité sur ces sujets-là et a dressé au premier semestre 2022 138 procédures d'amende administrative pour un montant total de 14 millions d'euros, avec des pratiques aussi de name and shame très anglo-saxonnes, où les mauvais payeurs sont nommément affichés par la DGCCRF. Après, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi les paiements qui doivent s'adapter aux problématiques organisationnelles des entreprises en matière de prévention de la fraude, d'efficacité des processus d'achat ou encore de réconciliation. Quel comptable n'a jamais relancé un fournisseur en pensant que pour obtenir le paiement de sa facture, et qui n'a jamais aussi relancé un fournisseur alors que la facture était déjà payée? Donc il y a beaucoup de friction, beaucoup d'inefficacité dans les processus de comptables et des processus d'achat qui peuvent être potentiellement améliorés. De plus, il y a aussi les confinements qui ont suscité des inquiétudes sur deux types de fraude, la fraude au président et la fraude aux faux fournisseurs. La fraude au président, c'est celui qui reçoit un appel d'un individu malveillant qui se fait passer pour le président de la boîte et qui demande un virement à effectuer d'urgence le plus souvent. La fraude aux faux fournisseurs, c'est je me fais passer pour le fournisseur d'une entreprise, je propose un RIB j'appelle en disant mon RIB a changé, et si l'entreprise en face n'a pas les bons processus pour répondre à cette tentative de fraude, il peut y avoir des montants très conséquents qui sont fraudés. Enfin, il y a aussi l'expérience d'achat B2B qui a changé et qui a suivi les habitudes prises pendant la pandémie avec un essor des marketplaces B2B et de l'achat en ligne. On était confinés, on a tous commandé sur Internet, on s'est tous habitués à ce réflexe-là, donc il était pris à titre privé par les collaborateurs et les collaboratrices, et il s'est retranscrit dans les chiffres du e-commerce B2B. Enfin, un constat, toujours d'après Kaiser Associates, en France, on a 90% des paiements qui sont réalisés, des paiements B2B qui sont réalisés par virement. Il y en a 8% qui sont réalisés par chèque et espèces, et seulement 2% par carte. Donc voilà, il y a une vraie interrogation, c'est les cartes sont-elles bien adaptées aux modalités de paiement B2B, au même titre qu'on les utilise dans un contexte privé. Et pour répondre à cette question, on va échanger aujourd'hui avec des spécialistes. Et là, je me tourne vers vous. Olivia, bonjour. Bonjour Olivier. Vous avez rejoint R+ en 2020 en tant que Sales Manager après un parcours professionnel dans des fonctions commerciales auprès de compagnies aériennes. Vous connaissez parfaitement l'écosystème travel et tous les enjeux du paiement. Vous apportez conseil et expertise aux clients R+, dans l'optimisation et la digitalisation de leurs dépenses B2B liées aux achats généraux ou aux déplacements professionnels. Agui, bonjour. Bonjour. Vous avez rejoint les équipes d'Expensia en 2020. Vous êtes responsable de l'offre Smart Spend, c'est-à-dire c'est une plateforme unique de gestion des dépenses professionnelles. Cette plateforme comprend des cartes de paiement intelligentes couplées à une solution de gestion des dépenses afin de payer, contrôler et piloter tous les types de frais professionnels. Et enfin, Florent, bonjour. Après PrestaShop et Stripe, vous avez rejoint Swan en 2021 en tant que Chief Commercial Officer. Vous êtes à la tête de l'équipe commerciale de Swan pour l'ensemble du marché européen. Swan est une fintech et un des leaders européens dans le secteur de la finance intégrée, le banking as a service. C'est le moyen pour les sociétés européennes d'intégrer des fonctionnalités bancaires au cœur de leurs produits, les comptes, les cartes Mastercard et des options de paiement telles que Google Pay ou Apple Pay. C'est ça. Parfait. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder avec une première question assez générale sur la gestion des dépenses d'entreprise. Quelles évolutions récentes avez-vous constatées, tous les trois? Comment la pandémie et le contexte économique ont-ils pesé sur les choix des entreprises? Florent, par exemple, si vous voulez nous partager des éléments. Effectivement, je vais utiliser quelques termes anglais à défaut de mieux parce qu'on n'a pas forcément trouvé autre chose. Mais nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est passé d'une ère de l'expense management à l'ère du spend management. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais quand même essayer de le franciser un petit peu. Il y avait la note de frais pour les commerciaux, principalement, qui se déplaçaient, qui invitaient leurs clients, qui pouvaient avoir un hôtel ou que sais-je. Et en fait, de plus en plus, il y a des usages. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait que
c'est des usages B2C qui, en fait, qu'on réapplique à la vie de l'entreprise. Il y a des usages avec nous, très concrètement en interne, des développeurs qui disent, mais en fait, on a besoin d'utiliser tel outil et en fait, il faut que je puisse utiliser une carte de paiement pour tout de suite le payer et l'utiliser. Et en fait, on ne va pas attendre que la comptabilité valide un paiement pour le faire. Et donc, du coup, on se rend compte qu'il y a besoin d'accompagner tout ça. Il y a besoin d'accompagner ce mouvement vers du spend management. Et c'est une des choses qu'on va faire. Et Expontia est un de nos partenaires là-dessus, d'ailleurs. Oui, effectivement, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Florent, donc on le voit vraiment au sein de nos clients. Donc, si il y a quelques années, notamment avant le Covid, on voyait que les cartes étaient vraiment centralisées au niveau de certaines populations, notamment les dirigeants ou parfois ce qu'on appelle les voyageurs fréquents, qui ont beaucoup de dépenses à couvrir. Aujourd'hui, en fait, justement, la généralisation du télétravail et également tous ces nouveaux besoins de paiement de logiciels en ligne, des abonnements SaaS, etc., fait en sorte qu'en fait, toute l'organisation qu'on avait avant, elle n'est pas du tout adaptée à aujourd'hui. Enfin, typiquement, avant, on arrivait même à trouver des solutions où la carte, elle passait de main à main, ou alors le code PIN qui était sur un post-it pour que certains collaborateurs puissent payer. Bien évidemment, ce n'est pas adapté dans une organisation où on est beaucoup en remote, en télétravail, et encore moins, en fait, en termes de contrôle et de sécurité, puisque justement, en fait, comme il y a plusieurs paiements à réaliser, en fait, à la fin, on ne sait plus qui a payé quoi. Et donc, c'est tous ces disons, nouveaux cas d'usage et ces besoins de paiement qui, en fait, vont venir transformer la façon comment les entreprises vont adresser ces paiements et trouver des solutions qui sont beaucoup plus adaptées que ce qu'il y avait avant. Alors nous, chez Air+, en tant qu'institution financière émetteur de solutions de paiement, on travaille depuis plus de 30 ans avec les directions achats et les directions financières des entreprises. Et on a remarqué évidemment ces dernières années que la pandémie, la crise économique avait eu un fort impact sur ces deux populations. Et concrètement, quand on prend les directions achats, on l'a dit tout à l'heure, Olivier, les changements dans les habitudes des collaborateurs, le télétravail, l'avènement des paiements en ligne a évidemment représenté un enjeu fort de réorganisation et le changement aussi des conditions de paiement des fournisseurs a eu un impact aussi sur cette organisation parce que effectivement, tu le disais, d'un point de vue fournisseur, c'est très important d'être payé à temps. Donc, ça a aussi eu un impact sur la façon dont les achats ont dû gérer ces achats en ligne. Et puis, il y a eu un risque aussi de dégradation justement dans la relation avec les fournisseurs. Donc, ça, c'était vraiment les enjeux qu'ont connu les directions achats ces dernières années. Et puis, pour la partie direction financière, il y a eu des nouveaux challenges aussi, puisque il y a eu déjà le recours au crédit à l'État qu'il a fallu rembourser, qui a eu un impact direct sur le besoin en fonds de roulement des entreprises, besoin en fonds de roulement qui a aussi été là aussi impacté par les nouvelles conditions de paiement des fournisseurs. C'est vrai que si on prend vraiment le cas des fournisseurs en ligne, on voit aujourd'hui que certains petits n'acceptent plus que les paiements par carte, et plus du tout de paiement en compte qui est envisageable. Alors, je dis des petits fournisseurs, mais on constate aussi, et notamment dans le marketing digital, que certains fournisseurs de renom, et notamment Google, n'acceptent plus non plus que le paiement par carte. Donc voilà, ça a été un enjeu très important. C'est un sujet, comme tu le disais, qui est quand même très sérieux, payer à temps ses fournisseurs. Voilà, tu le disais, l'État regarde ça de très près. Il y a eu un rapport aussi au début d'année de la Banque de France qui pointe les mauvais payeurs, qui pointe du doigt les mauvais payeurs. Donc, il y a le risque, bien sûr, de la réputation. Il y a aussi le risque de sanctions, comme tu le disais tout à l'heure, qui est très important. Puis, il y a un dernier enjeu contextuel qui est important aussi pour les directions financières, c'est celui de la réforme de la facturation électronique à horizon 2024. Donc, voilà, pour resituer un petit peu cette réforme, en fait, elle va obliger les entreprises assujetties à la TVA à être en capacité d'abord de recevoir des factures au format électronique. Ces mêmes entreprises, les grandes entreprises, vont être obligées aussi d'émettre leurs propres factures au format électronique et puis elles seront suivies dans les mois et les années qui suivent par les plus petites entreprises. Donc ça, c'est des enjeux contextuels importants qui ont représenté de nouveaux challenges. Et moi, je voulais quand même rajouter qu'en plus de ces éléments très contextuels, d'une façon générale, on se rend compte que les entreprises, pour accompagner leur croissance, ont un besoin fort de digitalisation, que ce n'est pas toujours uniquement lié au contexte. Et voilà, c'est aussi notre rôle à nous de les accompagner dans ces besoins. Tout à fait, tout à fait. La facturation électronique, énorme sujet, c'est en ce moment.
Et donc, merci pour tous ces éléments. Une question sur les besoins de paiement des entreprises. Comment est-ce que les entreprises ont répondu au changement des besoins de paiement et comment les fintechs et les émetteurs peuvent-elles les aider à changer? Guy, si vous voulez. Oui, commencer. tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure de décentralisation, des nouveaux moyens de paiement, des nouveaux cas d'usage également qui sont nécessaires pour réaliser ces paiements. Et donc, les entreprises aujourd'hui, et notamment les directions financières, en fait, elles vont se transformer, se digitaliser dans la façon, comment elles vont, dans la façon dont elles vont adresser ces nouveaux besoins, notamment en adoptant des solutions de spend management telles qu'Expensia. Concrètement, le spend management, c'est des cartes de paiement intelligentes ou alors dites nouvelle génération qui vont être couplées à une gestion à une plateforme de gestion des dépenses pour justement pouvoir permettre à ces entreprises de adresser ces nouveaux besoins, mais surtout garder le contrôle sur ce qui est en train de payer. Donc vraiment, la décentralisation va apporter un nouveau enjeu qui va être comment je m'assure que dans cette multitude de paiements et des acteurs qui vont utiliser les cartes de l'entreprise, comment je m'assure d'être en mesure de maîtriser vraiment ce qui est en train d'être dépensé, où est-ce que cet argent est en train de partir, typiquement dans quel type de marchand, et surtout quand est-ce que mes collaborateurs peuvent réaliser des paiements. C'est la partie intelligence de la carte. Exactement, tout à fait. Je pense que Florent va en discuter un peu plus, mais aujourd'hui, ces nouvelles cartes dites intelligentes en fait, vont nous permettre d'interroger en temps réel la politique de l'entreprise pour pouvoir en fait, autoriser ou pas un certain paiement. Typiquement, je peux être en mesure de bloquer des paiements sur certaines catégories de marchands, des paiements en ligne, des paiements en devises, etc. Donc, ça apporte beaucoup plus de contrôle aux entreprises et en fait une maîtrise de bout en bout de tout ce qui est en train d'être payé par mes collaborateurs. De plus, si je peux dire, avant, en fait, les entreprises étaient plus dans un contexte où elles s'étaient mises devant le fait accompli, un paiement a été réalisé, on avait vraiment une vision a posteriori de la dépense, alors qu'aujourd'hui, en fait, elle va rester maître de ces dépenses-là et notamment être plus en mesure de pré-approuver une dépense en amont plutôt que de la subir et de la découvrir en fin de mois avec le relevé de la carte qui arrive. Et donc, notamment, en fait, notre rôle en tant qu'entreprise et en tant que fintech, c'est justement d'accompagner ce changement, de pouvoir fournir des solutions à nos clients en direction financière pour justement permettre d'un côté l'autonomie et la simplicité sur la partie paiement pour leurs collaborateurs, mais surtout et avant tout de fournir des solutions qui vont permettre en fait de contrôler le paiement, d'avoir une visibilité même en amont de la dépense pour pouvoir la approuver ou pas, et encore à la fin d'avoir l'ensemble de ces dépenses centralisées dans une seule et unique plateforme pour justement pouvoir payer, piloter et contrôler l'ensemble des dépenses et avoir une visibilité vraiment de bout en bout et notamment simplifier, en fait, on parlait d'efficacité opérationnelle tout à l'heure, c'est également en fait simplifier le contrôle de ces dépenses et notamment l'intégration dans la partie comptabilité pour que justement il y ait moins d'erreurs possibles, moins de tâches manuelles pour que l'ensemble du processus en fait, soit automatisé et piloté de façon intelligente via ce type de plateforme. Moins d'erreurs, moins de tâches manuelles et aussi moins de charges de travail pour les collaborateurs qui se focalisent bien sûr sur leur métier plutôt que sur les notes de frais. Hein. Exactement, c'est vraiment la promesse d'Expensia, c'est vraiment de laisser les collaborateurs se focaliser sur leur travail. Le paiement, ça fait partie, par exemple, sur une équipe marketing, ils doivent payer, je ne sais pas, des Google Ads ou autres, mais vraiment, leur métier, ce n'est pas de soucier comment je vais arriver à en payer, mais c'est plutôt de réaliser et de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée et de simplifier toute cette tâche organisationnelle sur la partie paiement. Tout à fait. Florent, si vous voulez ajouter un mot. Alors, moi, je vais prolonger un peu ce que dit Agui, au sens où nous, on est vraiment une infrastructure de paiement. Et donc, on fournit des API à des entreprises telles qu'Expensia qu'elles vont consommer et il faut qu'il y ait un certain nombre d'usages qui soient couverts par nos API. Donc, pour aller un degré plus loin, effectivement, ce dont on s'est rendu compte avec Expensia ou d'autres, c'est qu'il y avait des besoins de forte granularité sur le contrôle des paiements. Donc, en fait, je vais vouloir mettre des cartes à disposition d'équipes, à disposition de managers, à disposition de gens au sein de l'équipe
Et en fait, ça, il faut être capable de l'accompagner et d'avoir un contrôle qui soit fin au point d'aller jusqu'à la personne près, si nécessaire. Autre exemple là-dessus, de comment est-ce que nous, on va mettre une plateforme à disposition pour qu'ensuite ce soit utilisé. C'est des usages très concrets. On a des entreprises qui vont être sur de la fuel card, de la carte carburant. Et en fait, il y a un usage qu'on a tous vécu quand on paye son essence, c'est qu'il y a une autorisation d'un montant souvent assez élevé, 150 € ou que sais-je, et ensuite on va consommer moins que ça. Et en fait, on s'est heurté à des problèmes très concrets qui sont, mais en fait, finalement, la carte, l'entreprise ne veut même pas autoriser 150 € dans un contexte où c'est une station d'essence. Donc, on fournit une solution d'autorisation partielle, par exemple, dans ces cas-là. Voilà, donc, on peut multiplier un peu les exemples, mais c'est pour dire que sur ce compte, enfin, j'aime bien le terme de carte intelligente, mais en fait, effectivement, qu'est-ce qu'on met comme technologie derrière cette carte pour contrôler a posteriori, mais aussi a priori tous ces paiements. Et nous, c'est ce qu'on va faciliter. Voilà. D'accord, très concret, effectivement. Et ça répond exactement aux besoins de contrôle de l'entreprise d'aller au-delà des 150 € normales Ouais. pour les DAC. Et sans pour autant que l'employé doive sortir sa carte personnelle, enfin, sans que ça se fasse au détriment de l'employé et de son expérience à lui. Oui, donc du coup, là aussi, vous améliorez la vie du collaborateur en entreprise qui a juste envie de faire le plein de sa voiture et pas forcément Effectivement. de le faire en avançant de l'argent. Olivia, si vous voulez. Oui. Alors, les achats B2B, ils impactent la performance des entreprises. Ça, c'est indéniable, autant sur le côté opérationnel que sur le côté financier, et notamment quand il s'agit des achats de classe C. Donc, les achats de classe C, ce sont des achats de produits, de biens, de services qui sont destinés au bon fonctionnement en fait, de l'entreprise. Donc, par définition, c'est des achats qui touchent tous les services d'une entreprise, tous les départements, qui sont souvent d'un faible montant et qui sont donc considérés un petit peu à tort comme des achats qui sont non stratégiques, alors qu'en fait, ils représentent une multitude de coûts cachés. Parce que voilà, derrière ces achats, il y a un grand nombre de fournisseurs, un grand nombre de commandes, un grand nombre de références. Et bien sûr, ça a un impact, cette gestion a un impact important d'un point de vue organisationnel, et leur optimisation, elle répond vraiment à un enjeu d'économie de process et de gain de productivité, tout simplement, des équipes qui sont concernées. On voit que 85% des paiements B2B nécessitent une action manuelle. Globalement, et que une multitude de moyens de paiement sont utilisés. Alors, tout à l'heure, tu parlais du virement, effectivement, tu parlais du paiement en compte. Il y a aussi les cartes affaires, les cartes personnelles qui sont utilisées avec justement toutes les notes de frais que cela engendre. Ça représente des risques pour les entreprises, déjà d'un point de vue conformité par rapport à la politique achat, parce qu'il n'y a pas forcément de contrôle a priori. Donc, là, je pense que Expensia et Swan répondent quand même en grande partie sur ce sujet-là. Et puis, bien sûr, ça a un impact sur la gestion comptable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, une multitude de comptes fournisseurs, donc parfois la création d'un compte fournisseur pour une dépense qui est très, très ponctuelle, donc qui impacte vraiment directement ces organisations-là. Il faut aussi gérer des conditions, des délais de paiement qui peuvent être différents. Et puis, voilà, il faut évidemment traiter les notes de frais. Et puis, ça peut aussi avoir un impact sur la continuité du business. Pour reprendre l'exemple que disait Florent tout à l'heure, on peut effectivement avoir des entreprises qui sont rapidement confrontées à des blocages parce qu'elles utilisent une carte affaires ou une carte personnelle parfois pour aller faire un achat en ligne. Et puis, il y a une question de plafond, il y a une question aussi de suspicion de fraude qui peut provoquer un blocage. Et donc, pendant 2-3 jours, on ne peut plus payer justement Google Ads, etc. Et ça peut avoir un impact direct, bien sûr, sur le business de l'entreprise. Et puis, donc, pour le volet plus financier, la performance financière de l'entreprise, l'objectif, c'est quoi? Ça va évidemment d'améliorer la trésorerie. Ça va aussi être de réduire les fraudes, ce que tu disais tout à l'heure, et puis d'assurer une certaine traçabilité de la dépense, comme le disait Agui. Donc, choisir un moyen de paiement qui apporte un débit différé, comme ça peut être le cas par exemple avec la carte virtuelle, un délai de paiement de 28 jours sans intérêt, ça peut vraiment représenter un levier de performance financière pour les entreprises sur les achats B2B. Il faut aussi que le moyen de paiement apporte un certain niveau de sécurité, ce qui n'est pas le cas
malheureusement de certains types de paiements, comme le paiement par carte plastique en ligne, comme le disait Guy tout à l'heure, parce qu'on a partagé un code de carte ou un numéro de carte. Bon, voilà, c'est clairement pas idéal. Et puis, pour la partie pilotage de la dépense, c'est pareil. Selon le mode de paiement qu'on choisit, on n'a pas toujours le même niveau de données disponible. Donc, pour imputer la dépense comptablement, ça a une importance, évidemment. Donc, clairement, voilà, pour le contrôle, pour la sécurité, pour la visibilité, la simplicité, je pense que le choix du moyen de paiement a vraiment son importance. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il y a des choses que vous avez dites qui sont à mi-chemin entre le financier et l'opérationnel, et notamment le référencement des fournisseurs. À la fois, vous devez le référencer, mais ce référencement, il a un coût pour l'entreprise et qui n'est pas négligeable. Ça peut être de l'ordre, on évalue, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais c'est entre 50 et 500 euros d'onboarder et de maintenir derrière une base de fournisseurs référencés pour lesquels on a enregistré RIB, on a tout auparavant, alors que potentiellement, les achats sont de faibles montants chez ce fournisseur-là. Tout à fait. Écoutez, pour être très concret, maintenant, si on parle un peu carte virtuelle plus spécifiquement, est-ce que vous pourriez nous partager votre point de vue sur la manière dont les cartes virtuelles vont améliorer l'expérience utilisateur des collaborateurs et collaboratrices dans les entreprises? Olivia? Oui, merci. Donc effectivement, alors les cartes virtuelles, ce sont des cartes qui existent déjà depuis plusieurs années. C'est pas un produit qui est tout nouveau et qui a été justement mis en place voilà, en alternative aux cartes plastiques pour notamment payer les dépenses en ligne et pour répondre aux risques de fraude et de sécurité dont on a déjà parlé. Les cartes virtuelles, il en existe deux types aujourd'hui, des cartes à usage unique pour des achats qui vont être très ponctuels et qui vont être exemptés d'authentification forte parce qu'on considère, enfin quand je dis on, c'est les autorités considèrent que c'est un mode de paiement qui est très sécurisé. Et puis on a des cartes virtuelles à usage récurrent pour payer plutôt des achats type abonnement, téléphonie, etc. Donc ces deux types de cartes virtuelles finalement fonctionnent comme une carte plastique en termes de, comme les cartes plastiques, elles ont 16 chiffres, un code de sécurité et une date de validité. Et moi, je pense que pour illustrer un petit peu cette utilisation, je voulais vous partager le cas d'un client avec lequel on travaille depuis quelques mois, c'est Safety. Safety, c'est un réseau d'agences, de conseillers immobiliers indépendants qui a connu une forte croissance ces dernières années et qui a vu ses besoins de paiement en ligne exploser, littéralement exploser, dans le sens où elle fait énormément de publicité en ligne et elle avait vraiment des besoins très, très importants. Et alors, la responsable administrative et financière de Safety s'est tournée vers nous pour répondre à deux problématiques majeures. Alors, les achats qu'elle souhaitait adresser, c'était principalement des réservations de salles de réunion, des achats de logiciels pour son département IT. Voilà, c'était et surtout, oui, bien sûr, des achats en ligne marketing pour des campagnes de publicité. Donc, les deux difficultés majeures que Safety avait identifiées par rapport au paiement qu'elle effectuait sur ses dépenses en ligne, qui étaient faites par des cartes affaires. Donc, il y avait clairement quelques cartes affaires disponibles au sein de l'entreprise qui étaient utilisées pour faire ces paiements. C'était deux points majeurs. Donc, la sécurité, clairement, parce que justement, cette carte affaires n'était pas disponible pour tout le monde. Donc, elle circulait quand même dans les mains de plusieurs personnes. Et puis, il y avait toujours ce problème d'authentification forte avec le code de sécurité qui était envoyé sur le téléphone du responsable de service qui était titulaire de la carte. Donc ça lui posait un vrai souci. Et puis, le deuxième point qui était, à mon sens, aussi très important, c'était identifier la dépense. Le niveau de données qui remontait sur les relevés de cartes affaires de Safety n'était clairement pas suffisant pour aller réconcilier la dépense, faire le lien avec la facture que le collaborateur avait réceptionnée. Déjà, c'était difficile d'identifier quel était le collaborateur qui avait fait la dépense. Donc voilà, ça, c'était les deux points importants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des comptes de cartes affaires pour plusieurs entités chez Safety. Et voilà, la responsable administrative et financière a décidé de donner accès à notre portail de cartes virtuelles à quelques responsables de service qui sont donc responsables de générer des cartes virtuelles sur le portail directement. Donc,
Et elle a aussi demandé à ce qu'il y ait un certain nombre de paramétrages qui soient pris en compte, et notamment donc des champs analytiques qui sont rendus obligatoires. Donc aujourd'hui, ces responsables de service, ils créent une carte virtuelle à la demande d'un collaborateur de leur service pour un montant défini, auprès d'un marchand défini, avec une date de validité définie. Et en plus, ils doivent renseigner, par exemple, un centre de coût, un code projet, etc. Donc, la comptabilité reçoit un relevé de facturation en fin de période sur lequel elle doit remonter l'ensemble de ces données. Et évidemment, la réconciliation est quand même beaucoup plus simple, sachant que les collaborateurs de Safety vont renseigner, mettre leur facture directement dans un outil qui s'appelle Use, et que Use fait la réconciliation aussi avec l'outil comptable de Safety dans lequel est intégré le relevé de facturation R+. Voilà. Très concret, merci. Florent, pour vous, c'est quoi les cartes virtuelles pour Swan? Alors, effectivement, c'est bien qu'Olivia ait bien introduit sur les différents types de cartes virtuelles. Il y a une subtilité sur ce qu'on appelle les single-use virtual cards, les cartes à usage unique, c'est qu'elles peuvent être à marchand unique. Et en fait, ça va pas être un usage unique ponctuel, ça va être un paiement récurrent auprès d'un marchand. Et là aussi, on est dans l'usage, on est dans... Enfin, il y a plein de logiciels SaaS qui fonctionnent par abonnement, qui vont prélever mensuellement sur cette carte. Et en fait, plutôt que de devoir tous les mois ressaisir un code, refaire une authentification forte, on a désormais des outils à disposition pour faciliter ce type de paiement récurrent et éviter que ça se fasse au détriment, encore une fois, de l'expérience client. Et puis après, plus généralement, nous, sur ces cartes virtuelles, le gros enjeu, et c'est aussi un des éléments que mentionne Olivia, c'est comment est-ce qu'on se conforme à la régulation, qui s'est un peu alourdie, et tant mieux, mais comment est-ce qu'on se conforme à la régulation tout en maintenant une bonne expérience client. Et je vais essayer de rendre ça concret. Voilà, je ne vais pas refaire un pitch sur qu'est-ce que c'est que l'authentification forte avec les 3 éléments. Enfin, il nous faut 2 parmi les 3. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va avoir mis en place, et on a beaucoup d'utilisateurs sur la carte qui vont avoir besoin de ça, c'est par exemple ce qu'on appelle du server-to-server consent. Donc, en fait, un appel d'un serveur client à un serveur Swan qui va être un des éléments de l'authentification forte. Et ça, il n'y en a pas forcément besoin que pour le paiement avec la carte, mais il y en a besoin pour l'émission de la carte, il y en a besoin pour se connecter à son service bancaire, il y en a besoin pour beaucoup de choses. L'authentification forte, elle peut être imbriquée non seulement, elle est là au moment du paiement, mais plus généralement, elle est là dès qu'il y a une opération sensible qui va donner des droits à quelqu'un de retirer de l'argent. Donc nous, c'est comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement-là, ou en tout cas, on est conforme à la régulation, on permet à nos partenaires d'être conformes à la régulation, et pour autant, on maintient une bonne expérience client. C'est un des enjeux et c'est ce qu'on permet de faire aujourd'hui. Et concrètement, ça marche comment le serveur-to-serveur? Vous reconnaissez l'entreprise qui va initier les paiements, c'est ça? Alors, en fait, on joue sur la brique quelque chose que vous possédez. Et en fait, du coup, on possède un serveur et en fait, on va être authentifié. Du coup, on coche une des fameuses cases de l'authentification forte en disant on reconnaît que c'est ce serveur-là qui a émis telle demande. Donc, du coup, comme on sait que c'est vous qui le possédez, c'est un facteur d'authentification forte. Impressionnant. Agui, vous utilisez ce type de fonctionnalité? Tout à fait. Effectivement, on propose à nos clients des cartes virtuelles et d'ailleurs, je pense que c'est la majorité des paiements qui se font via une carte virtuelle, tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, la carte virtuelle, elle est très simple d'accès. Donc, en quelques secondes, en tant que direction financière, je peux attribuer une carte virtuelle à mes collaborateurs. Et en fait, en tant que collaboratrice, je peux ajouter ma carte virtuelle sur mon wallet de mon téléphone, Apple Pay ou Google Pay. Et en fait, je suis en mesure de payer vraiment très rapidement et de façon quasi instantanée avec la carte, que ce soit à proximité ou encore des paiements en ligne via la carte virtuelle. Donc, effectivement, c'est très utilisé aujourd'hui, et notamment les paiements via Apple Pay et Google Pay. Et le fait d'ajouter des cartes virtuelles à notre plateforme de gestion des dépenses d'entreprise, en fait, va permettre d'un côté de simplifier l'accès à ces moyens de paiement et surtout aussi à la direction financière, finalement, de simplifier leur gestion, puisque le tout est géré dans l'unique plateforme, donc je n'ai pas des fournisseurs de moyens de paiement différents. Mais de l'autre côté, ça va apporter beaucoup plus de contrôle puisque tout est centralisé. On a mis en place une fonctionnalité de
on appelle ça la gestion budgétaire. Donc, en fait, en gros, à chaque fois que quelqu'un doit faire une dépense avec la carte, il aura le droit de le faire uniquement si il a un budget approuvé en amont. Et donc, c'est pour ça que du coup, ça apporte beaucoup plus de contrôle aux directions financières, et aussi, ça permet de mettre en place des circuits de validation de cette demande budgétaire qui sont vraiment personnalisables en fonction des contextes ou en fonction d'un centre de coûts, etc., au niveau des entreprises. Donc, vraiment, nous assurer que la personne qui va faire la dépense, elle sera bien préautorisée en amont et par la bonne personne qui doit autoriser cette dépense. Et puis finalement, je dirais que d'un point de vue collaborateur, le fait de pouvoir payer avec la carte qui est intégrée à notre solution de gestion des dépenses, en fait, va lui simplifier l'expérience, puisqu'en fait, on va venir créer la dépense automatiquement pour le collaborateur. Il y aura un certain nombre d'informations qui vont être, elles, récupérées par le paiement, typiquement le marchand, le montant, la catégorie, etc. Et donc, en fait, on va venir vraiment simplifier l'expérience pour le collaborateur. La seule chose qu'on va lui demander, c'est vraiment d'ajouter le justificatif, et via notre technologie OCR, on va venir en fait lire des informations supplémentaires telles que la TVA, qui est très important pour la direction financière. Et en fait, finalement, toute l'expérience, si avant il devait payer avec sa propre carte, ajouter la dépense, attendre le remboursement, etc., ici, c'est vraiment fluidifié et c'est vraiment beaucoup plus rapide et plus sympa d'un point de vue collaborateur. Et de l'autre côté, bien évidemment, pour la direction financière, ça apporte beaucoup plus de contrôle, de la visibilité, puisque je sais en temps réel qui est en train de payer et les montants qui sont en train de payer. Et surtout, en fait, le fait de pouvoir tout centraliser au sein de la même plateforme, en fait, ça va permettre des capacités supplémentaires en termes d'analyse, en termes de suivi, et notamment via des outils tels que des outils de business intelligence qui vont permettre, en fait, de détecter éventuellement des comportements qui sont les marchands les plus utilisés, les fournisseurs les plus utilisés, etc. Donc, si on entre un peu plus concrètement, donc, pourquoi nos clients ils utilisent les cartes virtuelles notamment, c'est pour quatre cas d'usage principalement. Le premier, le plus évident, c'est bien évidemment les paiements en ligne, donc tout ce qui est paiement B2B, paiement SaaS, qui sont aujourd'hui des paiements qui sont en fait des besoins de paiement transverses à l'ensemble des équipes. On a parlé tout à l'heure des Google Ads sur la partie marketing, mais c'est la même chose pour les équipes commerciales, pour les équipes techniques, produits, etc. Donc, c'est vraiment des nouveaux besoins qui sont transverses à l'ensemble des équipes de l'entreprise. Le deuxième cas d'usage, c'est vraiment l'open booking. Donc, comment permettre aux collaborateurs, comment leur laisser le choix d'organiser leur voyage, choisir l'hôtel, le billet d'avion, etc., en fonction de ses préférences, tout en nous assurant qu'en fait, le budget lié à ce voyage pro, il est bien respecté et qu'il n'y a pas des dépassements ou des plafonds qui ne sont pas respectés. Le troisième cas d'usage, c'est vraiment la gestion des avances, que ce soit du côté de l'entreprise ou alors du côté du collaborateur lui-même. Donc, l'objectif, c'est vraiment pour le collaborateur d'éviter de dépenser et d'avancer ses frais, parce que parfois, ça peut représenter des sommes qui sont vraiment importantes. Et de l'autre côté, pour l'entreprise, d'éviter de gérer tout ce processus, de verser une certaine somme au collaborateur, de s'assurer est-ce que cette avance a été bien consommée, de s'assurer, de gérer comment le montant restant, si l'avance n'a pas été consommée, on doit la récupérer. Donc, en fait, ça crée beaucoup de process qui sont chronophages, qui sont éventuellement source d'erreur. Et donc, l'objectif de pouvoir donner une carte avec une certaine somme et un plafond pour l'utilisation, tout en ayant un cadre d'utilisation bien précis et bien encadré, en fait, ça va permettre justement d'éviter ce cas d'usage des avances et surtout de fluidifier le process de paiement. Et enfin, comme Olivia le disait, bien évidemment, il y a les achats de catégorie C. Donc, tous ces achats qui ne sont pas stratégiques, qui parfois ne nécessitent même pas le renseignement d'un fournisseur dans les outils comptables des entreprises, mais qu'il faut pouvoir les adresser, qui elles sont nombreuses en termes de nombre de dépenses et de fournisseurs qui sont différents. Et donc, bien évidemment, avec une solution de gestion unique de l'ensemble de ces dépenses, en fait, on va venir apporter plus de flexibilité, plus de visibilité et surtout plus d'automatisation de bout en bout pour pouvoir gérer l'ensemble de ces dépenses. Très clair, très clair, très clair. Maintenant, peut-être une dernière question pour parler
du futur. Comment vous envisagez le futur des paiements B2B, des paiements, quel est le rôle pour vous des paiements embarqués dans les paiements B2B? C'est quoi pour vous les prochaines étapes du développement de toutes ces technologies de plus en plus intelligentes et sophistiquées? Olivia, par exemple? Oui, je peux effectivement commencer. Alors, avant de parler peut-être d'innovation, moi je tenais quand même à préciser tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup des cartes virtuelles, de la génération très rapide sur un portail dédié, etc. Il faut savoir quand même que ces solutions, elles peuvent de la même manière totalement s'intégrer dans des outils Procure-to-Pay. Ça c'est important parce que chez Airplus, c'est ce qu'on fait finalement depuis de nombreuses années, d'intégrer nos solutions de paiement dans des outils. Alors, pas forcément sur les achats généraux au départ, si vous connaissez l'ADN d'Airplus, qui est au départ plutôt sur les déplacements professionnels, donc avec plutôt des outils travel. Mais finalement, cette organisation, cette façon de fonctionner, elle se transfère complètement sur la partie achat B2B, puisque aujourd'hui, voilà, on peut intégrer nos solutions de carte virtuelle directement donc dans les outils. Comme je vous le disais, on a mis en place un certain nombre de partenariats, notamment avec Coupa récemment, avec MazePay également, et certainement avec d'autres à venir. Donc ça, c'est les évolutions qu'on prévoit chez Airplus, parce que l'idée, c'est effectivement de fournir du paiement, mais c'est aussi d'accompagner nos clients, encore une fois, hein, dans leurs besoins de digitalisation, besoins de transformation digitale. Donc voilà, l'intérêt, il est vraiment là pour nous, c'est de répondre aux besoins de nos clients, de s'adapter à la taille de l'entreprise, à la maturité qu'elle peut avoir sur ces typologies de dépenses, etc. On a cette capacité à s'adapter, et l'idée, c'est de faire vraiment une proposition sur mesure. Pour la partie plus innovation, si c'en est, voilà, en tout cas chez Airplus, nous, on s'est mis vraiment en ordre de marche pour nous-mêmes nous digitaliser et pour pouvoir aujourd'hui proposer aux entreprises donc des solutions qui sont entièrement digitalisées. Donc de la souscription d'un contrat de carte virtuelle, par exemple, jusqu'à l'utilisation via le portail ou directement donc dans les outils Procure-to-Pay, comme on le disait. Voilà, l'idée, c'est que voilà, le parcours soit complètement fluide pour l'entreprise elle-même et pour les utilisateurs, bien évidemment. Et puis, alors, on a des solutions qui permettent de payer les paiements en ligne, c'est ce qu'on disait, les achats en ligne. On a aussi des solutions qui permettent de payer les achats de proximité comme les cartes affaires, hein, c'est aussi une solution qu'on propose. Mais on sait aujourd'hui que certains collaborateurs dans certaines entreprises ne sont pas éligibles à l'utilisation d'une carte affaires. Et donc, il nous faut adresser aussi la problématique de comment on fait pour payer un achat de proximité dans un magasin, comme le disait Agui. Et là, on travaille sur un produit qui s'appelle la Budget Digital Card et qui devrait voir le jour aussi prochainement, qui reviendrait aussi à intégrer donc un moyen de paiement dématérialisé, nominatif, avec un budget alloué directement dans un wallet. Voilà. Très clair, très clair, très clair. Pour vous, Florent, c'est quoi le futur? Je sais pas, mais enfin, en tout cas sur le paiement, nous on a une double approche. Ou deux éléments en tout cas que je peux mentionner. Le premier, c'est, vous parliez en introduction de tout ce qui est l'usage Google Pay, Apple Pay, et en fait surtout vous parliez du glissement des usages B2C vers des usages B2B. Et en fait, on a regardé les chiffres là, avant cette table ronde sur Expensia, et on a aujourd'hui 35% des paiements cartes faits avec Expensia qui sont faits avec Google Pay, Apple Pay. Donc en fait, il y a un vrai usage qui, je pense, a commencé plus tôt dans la vie privée de chacun avec son propre téléphone, et qui aujourd'hui devient un usage même pour les collaborateurs d'une entreprise qui utilisent une carte entreprise. Donc ça, je pense que c'est une tendance forte dans la digitalisation du paiement, y compris en point de vente, avec des usages qui évoluent. Le deuxième élément sur lequel nous on travaille beaucoup, je vais un tout petit peu me répéter, mais c'est tout cet accompagnement sur la régulation, parce qu'elle est nécessaire, mais elle apporte beaucoup de friction, ou elle peut apporter beaucoup de friction, et donc il va y avoir a priori une prochaine directive des services de paiement, troisième du nom, et il va encore falloir s'adapter à ça, encore trouver. Il ne s'agit pas de jouer avec la régulation, il s'agit de trouver des solutions techniques qui sont conformes à la régulation et qui pour autant facilitent l'expérience du client. Et nous, c'est particulièrement important parce que on est, comme je vous le disais, une infrastructure de paiement. On est là pour être en marque blanche. On n'a pas vocation à être visible de la part du client. On va être mentionné dans les conditions générales d'utilisation d'Expensia. En fait, on n'a pas vocation à être visible du client.
Et ce que ça présuppose, c'est qu'on soit le moins visible possible et qu'on apporte le moins de friction possible. Et ça, c'est un gros enjeu. Donc voilà, comment est-ce qu'on résout ça? Comment est-ce que, par exemple, avec un seul consentement, je vais pouvoir émettre des centaines de cartes ou des milliers de cartes? Ça va être ce genre de réflexion. Donc là, on reste conforme à la régulation, mais il n'y a pas un consentement pour chacune des cartes unitairement que je vais émettre. C'est un consentement et je vais émettre des centaines de... Voilà, c'est toutes ces réflexions-là, comment est-ce qu'on les intègre à notre produit, comment est-ce qu'on conçoit le produit pour que cette espèce de promesse de marque blanche et on n'est pas visible de la part du client final, l'expérience sans couture, elle soit réelle. Très clair, très clair. Agui? Donc oui, effectivement, donc on est bien content de s'appuyer aussi sur les services de Swan pour pouvoir fournir des cartes à nos clients. Mais comme je disais, notre promesse, c'est pas juste le moyen de paiement, c'est vraiment tout ce qui va avec, et notamment sur la partie contrôle et visibilité. Et du coup, l'innovation technologique, ça fait partie vraiment de l'ADN d'Expensia. Et une des innovations, ou en tout cas des avancées technologiques qu'on est en train d'expérimenter en ce moment et de l'implémenter au sein d'Expensia, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc, on voit aujourd'hui vraiment qu'en fait, ça nous permet d'ouvrir des nouvelles portes en termes de contrôle, en termes de catégorisation des dépenses, en termes de détection potentielle de la fraude. Et c'est vraiment notre objectif, c'est de tirer profit de toutes ces évolutions technologiques pour du coup aller encore plus loin dans la partie contrôle, sécurité, visibilité et éviter la fraude pour nos clients. Très clair. Et c'est effectivement un enjeu majeur, l'intelligence artificielle, comment je mets de l'intelligence dans le paiement et le contrôle du paiement. Un grand merci. On va passer maintenant à la partie questions sur les paiements embarqués, les cartes virtuelles et l'expérience utilisateur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas tout de suite peut-être. Ah, si, peut-être madame? Donc, je ne sais pas si ça s'est entendu, je répète juste. Donc, c'est le sans couture version Swan et la technologie serveur à serveur. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus, Florent? Alors, la DSP2, la directive des services de paiement numéro 2, qui date maintenant d'il y a 4 ans, quelque chose comme ça, impose une authentification forte sur la majorité des paiements en ligne. Une authentification forte, ça veut dire que vous devez cocher 2 des 3 cases suivantes. Ce que vous possédez, quelque chose que vous possédez, quelque chose que vous connaissez ou quelque chose que vous êtes. Concrètement, quand je fais l'authentification forte sur mon smartphone, c'est quelque chose que je possède, mon smartphone, et quelque chose que je suis avec mon empreinte digitale, ou que je suis avec mon Face ID, ou quelque chose que je connais avec un code PIN que je vais saisir. Ça, c'est l'authentification forte. Et en fait, la question qui se pose de la part de nos partenaires ou leurs clients finaux, c'est comment est-ce que je fais de l'authentification forte et elle intervient à plein de niveaux. Ce n'est pas que pour du paiement en ligne. Dès lors que j'émets une carte, moi, puisque je mets un moyen de paiement à disposition d'un client, d'un employé, en fait, l'émission de la carte nécessite une authentification forte. Dès lors que je donne accès à un compte Expensia, Swan, peu importe, il y a un besoin d'authentification forte. Et donc, la question, c'est comment est-ce que je peux, dans ces 3 éléments-là dont je parlais, ce que je suis, ce que je possède ou ce que je connais, qu'est-ce que je peux utiliser en tant qu'élément d'authentification forte et qui, en fait, soit un truc dont les gens ne se rendent même pas compte, finalement. Et donc, ce fameux server-to-server consent, c'est j'utilise quelque chose que je possède, un serveur, en tant qu'élément de cette authentification forte. Il va falloir rajouter par-dessus un des 2 autres éléments dont on a parlé, quelque chose que je connais ou quelque chose que je suis. Mais en tout cas, j'ai déjà un élément que je possède et que je peux utiliser en tant que validation de cette authentification forte. Les 2. À la fois pour émettre les cartes et si c'est ça peut être pour du paiement, ça peut être server-to-server consent pour valider un paiement effectué avec une carte qui a été émise au préalable via Swan. Alors, on va considérer que l'entreprise qui détient le compte est propriétaire du serveur. Effectivement, sur
alors, du coup, il faut regarder les applications effectives. Si on parle d'un paiement dans un point de, enfin, ouais, il faut regarder chacun des usages dans le détail pour s'assurer de là où c'est possible. Un exemple très concret que j'ai là en tête de quelqu'un qui utilise du server-to-server consent, c'est une société de paiement en plusieurs fois qui va avoir besoin de payer ses marchands par carte immédiatement. Ils émettent des cartes à usage unique et ils ne veulent pas qu'il y ait une intervention humaine à chaque fois qu'il y a parce qu'en fait, on parle de milliers de paiements par jour. Et donc, du coup, ils utilisent cette technologie-là pour se faciliter la tâche. Un grand merci. Olivia, si vous voulez rajouter quelque chose ou c'est clair? Oui, c'est clair. De notre côté, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant justement le fait que les cartes virtuelles à usage unique sont exemptées donc d'authentification forte. Et je pense que c'est effectivement un atout très, très important. Et voilà, aujourd'hui, les entreprises le valorisent vraiment, en tout cas. Tout à fait. Parce que c'est aussi un cas d'usage qui est prévu par la DSP2 sur l'exemption numéro 17 qui dit globalement, si vous êtes dans ce que la législation appelle un Secure Corporate Payment, vous pouvez avoir cette exemption. On a une question à laquelle on a déjà partiellement répondu. Quels sont les grands enjeux de la régulation d'aujourd'hui qui ont été mentionnés? Est-ce en lien avec le standard PCI? Je ne sais pas si vous avez des éléments. Encore une fois, Florent. Alors, il me semble que PCI DSS, c'est plutôt de votre côté Mastercard Visa. C'est vous qui... Mais, enfin... je veux pas... Il y a une obligation pour les émetteurs d'avoir cette norme, entre guillemets. Oui. Ouais. Alors, nous, il se trouve que, enfin, pour rentrer dans le détail, on travaille avec un issuing processor qui est celui qui est PCI DSS. Je ne sais pas forcément comment articuler la réponse sur cette question. Enfin, effectivement, je pense qu'on va un petit peu se répéter sur les enjeux de sécurité, de conformité à la régulation. Et la partie PCI DSS, oui, c'est de toute façon le standard dans l'industrie du paiement avec de la carte. Donc, on s'y conforme comme on doit s'y conformer. Exactement. On a une autre question toujours pour Florent. Quels sont les cas d'usage privilégiés de Swan d'une manière générale? J'aimerais bien savoir qui pose la question. C'est en ligne. Écoutez, alors, ce que je peux quand même, sans révéler évidemment toute la stratégie de Swan, nous, il y a une tendance forte qu'on accompagne, c'est ce qu'on appelle l'embedded finance. En français, ce serait de la finance embarquée. Et c'est beaucoup de logiciels financiers, beaucoup de SaaS. Expansia en fait partie. On a aussi des clients comme PennyLane ou Agicap, qui sont des logiciels de comptabilité ou de trésorerie dans ces deux cas. Et pour prendre l'exemple d'Agicap, et changer un peu d'Expansia, désolé. L'exemple d'Agicap, c'est un logiciel de trésorerie qui vous disait, en fait, voilà l'état de vos comptes actuels, voilà l'état des dépenses que vous devez faire auprès de vos fournisseurs. Et en fait, si vous voulez optimiser votre trésorerie, vous devez envoyer de l'argent de tel compte vers tel fournisseur. Mais en fait, il fallait se connecter à Agicap, à son logiciel pour avoir l'information, et ensuite se reconnecter à sa banque pour initier le paiement et effectuer les différents paiements. C'est lourd. C'est un peu lourd. Et donc, tout ce qu'on appelle, tout ce concept de finance embarquée, d'embedded finance, c'est comment est-ce que je mets cet usage bancaire ou cet usage financier au sein du logiciel. Et donc, du coup, ce qu'Agicap a développé avec Swan, c'est un compte pivot qui orchestre les paiements. On dit, voilà le compte vers lequel je vais aller chercher de l'argent, voilà vers quel fournisseur je vais aller payer la facture, de telle sorte que mon logiciel de trésorerie, je reste sur mon logiciel de trésorerie pour effectuer toutes ces opérations-là. Et je pense que c'est ce sujet de la finance embarquée, en accompagnant notamment et principalement des logiciels financiers, c'est ce sur quoi on se situe. Je pense qu'on se démarque le plus aujourd'hui. Et en plus, on a la conviction intime que c'est... alors, il y a des études qui ont été publiées par Bain qui annoncent que 40% des paiements dans le futur, à horizon 2040, seront faits avec de l'embedded finance. On espère que ce sera le cas, ce sera bon signe pour nous. Mais effectivement, on voit quand même que l'usage de rester sur son logiciel pour effectuer ses paiements et d'éviter de se reconnecter à sa banque, c'est assez intéressant. C'est clair. Peut-être on a le temps pour une ou deux dernières questions. Petite question, c'est de l'audience, quelle question une entreprise doit-elle se poser quand elle réfléchit à l'optimisation de ses achats généraux?
pouvez Oui. nous en parler? Oui, effectivement. Alors, je pense que c'est important que l'entreprise, déjà, elle fasse un état des lieux, qu'elle identifie vraiment quelles sont ses forces, ses faiblesses, son organisation, quels sont les types de paiements utilisés, pour quel type de dépenses, etc. C'est vraiment important d'avoir cette réflexion, de réfléchir aussi à quel niveau d'intégration elle veut avoir avec une solution de paiement, on le disait tout à l'heure, donc plutôt utiliser une solution de façon assez autonome ou au contraire qu'elle s'intègre vraiment dans les outils existants de l'entreprise. Vérifier aussi en interne que la personne qui porte le projet a aussi l'adhésion des autres parties prenantes, parce que on l'a vu, les paiements B2B, ils concernent, et notamment les achats généraux, les achats de classe C, ils concernent de nombreux utilisateurs finalement au sein de l'entreprise. Donc c'est important aussi de savoir quelle est l'adhésion, la volonté de changement au sein de l'entreprise. Et puis enfin, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement cet état des lieux, il est important au départ des discussions, en tout cas avec nous, pour designer en fait une solution qui sera sur mesure, encore une fois. Soit, on va vraiment en fonction des besoins qui ont été identifiés, en fonction de tout ce qu'on vient de lister. On peut très bien aussi envisager avec une entreprise, comme on l'a fait avec Safety, voilà, de commencer sur des catégories d'achat très très identifiées. Voilà, on va répondre avec les cartes virtuelles avec un besoin très précis. Et puis, au fil de l'eau, au fil de l'utilisation des cartes, on va voir de nouveaux cas d'usage apparaître. C'est ce qu'on constate aujourd'hui auprès de beaucoup d'entreprises qui utilisent nos cartes. C'est que voilà, ce qui était au départ utilisé principalement pour faire des achats de campagnes marketing en ligne, parce que, encore une fois, Google ne propose pas d'autres solutions de paiement, finalement, va s'étendre à d'autres besoins plus larges qui touchent d'autres services, notamment sur l'événementiel, on le voit aussi beaucoup. Voilà. Très clair, très clair, très clair. Et si on ne fait pas cette optimisation, cette solution de gestion des dépenses, est-ce qu'il y a des risques particuliers pour les entreprises? Je ne sais pas, vous avez constaté des points, oui, Guy? Tout à fait. Donc, dans un premier temps, je dirais qu'il y a le risque fiscal. Donc, effectivement, une fois que j'ai fait le paiement, donc direction financière, il faut que je puisse justifier ces paiements. Donc, pouvoir collecter l'ensemble de justificatifs. Parfois, ça peut être compliqué, notamment dans les dépenses marketing, Google Ads, etc. Donc, c'est vraiment comment je m'assure, en cas de contrôle de l'URSSAF, que j'ai l'ensemble des justificatifs qui vont permettre de justifier ces dépenses. Le deuxième partie, je dirais, c'est plutôt un risque financier. Donc, globalement, chaque dépense, en fait, il y a un niveau de TVA dessus. Et donc, parfois, ça peut être très intéressant et ça peut représenter des sommes non négligeables pour les entreprises. Et donc, justement, l'objectif, c'est comment je suis en tant que direction financière en mesure de collecter cette TVA. Et pour cela, bien évidemment, il y a besoin de l'identifier, notamment via des technologies de reconnaissance automatique de la TVA, de pouvoir l'associer au bon compte de charge, compte de TVA, etc. Et surtout, de pouvoir l'intégrer de façon automatique dans mes outils comptables et derrière de pouvoir prétendre à la récupération de cette TVA-là. Et puis, troisième, je dirais, c'est vraiment le risque opérationnel ou en tout cas le risque de perdre énormément de temps. Typiquement, aujourd'hui, c'est l'ère de digitalisation parce que l'ensemble des entreprises cherchent de la performance. Et donc, toutes ces tâches qui avant se faisaient de façon manuelle, l'objectif, c'est vraiment de les éliminer pour gagner en efficacité, mais aussi pour optimiser et réduire les coûts parce que ça veut dire moins de tâches manuelles, moins de contrôle manuel et vraiment opter pour l'automatisation et l'intégration avec l'ensemble de l'écosystème de nos clients pour que l'ensemble des flux entrants ou sortants puissent se faire vraiment de façon automatique et sans intervention humaine ou qui peut engendrer effectivement des éventuelles erreurs derrière. Très clair, merci beaucoup. Écoutez, c'est maintenant la fin de cette table ronde, on s'approche de la fin. Je pense qu'on retient tous 3 grands bénéfices. Tout ce que vous nous avez dit, un grand merci. Je pense que les 3 grands bénéfices des paiements embarqués, le premier, ce serait décentraliser le paiement, faire en sorte que les achats de faible montant, la gestion soit plus efficace pour optimiser le fonctionnement des départements finance et des départements achats. Le deuxième, c'est donner de l'autonomie à des collaborateurs qui sont des entreprises de plus en plus décentralisées avec le développement du télétravail dans un monde post-Covid. Et le troisième, c'est intégrer de paiement dans des solutions qui sont proposées en B2B afin de faciliter, encore une fois, la vie des entreprises et potentiellement générer de nouvelles sources de revenus pour les entreprises qui utilisent la brique paiement.
On a vu de nouveaux cas d'usage. Un grand merci pour tous ces éléments. C'est des choses qu'on voyait un peu se profiler avant la pandémie, avant le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ont vraiment connu une accélération. Hein. C'est quand même assez flagrant de tout ce bouillonnement autour des paiements en B2B. Et le secteur va probablement connaître encore pas mal d'évolutions et on espère que vous reviendrez nous en parler prochainement. Je voulais donc vous remercier tous les trois pour votre point de vue, pour nous avoir éclairés sur ces sujets-là. Un grand merci sur la préparation de la table ronde à Skander, à Sarah et à Laetitia. Un grand merci à Olivier, notre FinTech Manager, et Lisiane qui ont organisé tout cela. Et puis, merci bien sûr à Nicolas de nous avoir reçus dans ces locaux au Palais Brognard. Pour ceux qui sont ici, je vous invite à poursuivre avec un café les échanges avec les intervenants. Et pour les autres, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée. Merci.